Le président de la République Alassane Ouattara a achevé sa visite officielle au Maroc. Il a regagné Abidjan hier samedi. Le chef de l'État a passé quelques jours au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. La 62e journée mondiale de la lèpre est célébrée ce dimanche ici en Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle a lieu à Azopé. Le thème choisi cette année est « Donnons pour vaincre la lèpre ». Sport, Cannes 2015. Hier, les éléphants de Côte d'Ivoire et les aigles du Mali se sont neutralisés. Score en but partout. Le magazine de ce dimanche 25 janvier a pour thème Programme national d'amorçage des tissus des PME dynamiques dans les 31 régions et les 2 districts autonomes de la Côte d'Ivoire. Notre invité est Jérémy Yves Yakayoro, conseiller spécial du directeur général de l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE. Monsieur Yakayoro, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure pour l'entretien. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions à l'instant, le président de la République Alassane Ouattara a achevé sa visite officielle au Maroc. Il a regagné Abidjan hier samedi. Le chef de l'État a passé quelques jours au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Lors de son séjour marocain, il a eu une série d'activités. Le président de la République, bien sûr, il a présidé chez la clôture du Forum économique ivoiro-marocain, soldé par la signature de 24 accords et rencontré des investisseurs marocains. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du président de la République Alassane Ouattara à son arrivée. Je viens d'effectuer à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, une visite officielle au Royaume du Maroc, plus précisément à Marrakech. J'ai été accompagné de Madame la Première Dame, d'une forte délégation composée du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, plusieurs ministres, de hauts fonctionnaires et des personnalités du monde des affaires du secteur privé ivoirien. Je voudrais à nouveau exprimer toute ma gratitude à Sa Majesté et à Son Altesse royale, la princesse Lala Salma, pour leur hospitalité ainsi que pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous ont été réservés. Nous avons été très touchés par toutes les marques d'affection que nous ont manifesté le roi Mohamed VI, la princesse Lala Salma, ainsi que toute la famille royale, tout au long de cette visite officielle, comme à chacune de nos rencontres au Maroc ou en Côte d'Ivoire. Cette visite officielle a été l'occasion de renforcer les relations déjà excellentes entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Elle a également été l'occasion d'exprimer à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, notre grande admiration pour l'œuvre de modernisation et de développement qu'il a entreprise et qui fait du Royaume du Maroc un pays respecté et un partenaire de premier plan. Au cours de nos entretiens, nous avons réaffirmé notre volonté de diversifier le partenariat entre nos 2 pays dans tous les domaines. Nous avons à cet effet procédé à la signature de 16 accords bilatéraux entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Je précise que ces accords portent notamment sur la coopération en matière de sécurité, dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'enseignement technique. Nous avons aussi signé un mémorandum d'entente relatif au projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Ce projet, pour lequel nous avons déjà obtenu le financement, va transformer la ville d'Abidjan et réglera définitivement le problème de la pollution de la lagune ébriée. Au cours de mon séjour, j'ai également eu des entretiens avec les autorités du Royaume du Maroc, notamment le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants,
le président de la Chambre des conseillers et l'inspecteur général de l'armée royale. J'ai aussi rencontré plusieurs chefs d'entreprise du Maroc, exerçant dans les secteurs de la banque, la finance, l'immobilier, les télécommunications, l'industrie ou encore l'hôtellerie. Ces échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays au plan politique et au niveau du secteur privé. Un forum économique maroco-ivoirien a été organisé dans le cadre de ma visite. Ce forum a vu la participation de 150 chefs d'entreprise ivoiriens, environ au total 680 participants. Au cours de la cérémonie de clôture de ce forum, j'ai exhorté les chefs d'entreprise du Maroc à venir investir dans notre pays en raison de leur savoir-faire, de leur modernité et de leur sérieux. J'ai aussi encouragé les nombreux entrepreneurs ivoiriens présents à ce forum à développer des partenariats gagnant-gagnant avec leurs homologues marocains. Je peux affirmer que notre détermination, Sa Majesté et moi-même, de réaliser l'essor de nos pays respectifs et de renforcer nos liens a été entendue, puisque 26 accords publics-privés et privés-privés ont été signés au cours de ce forum. Comme j'ai l'habitude de le faire à chacune de mes visites à l'extérieur, j'ai eu l'occasion d'échanger avec nos compatriotes résidant au Maroc pour leur donner des nouvelles du pays et aussi de les associer à la dynamique de reconstruction et de réconciliation dans notre pays. Ce fut un moment de joie pour moi. Enfin, j'ai rencontré la délégation d'hommes et de femmes d'affaires qui ont participé au forum économique. Je voudrais leur réitérer mes félicitations pour leur importante contribution au forum et à notre séjour dans le royaume. Cette visite, je dois le dire, a été excellente à tous égards. Et je voudrais renouveler mes remerciements au roi Mohamed VI, à leurs Altesses royales et à tout le peuple marocain pour leur accueil et leur hospitalité. Nous attendons de cette visite près de 420 milliards de francs CFA d'investissement dans le cadre de partenariats publics et de partenariats privés. Pendant mon séjour au Maroc, j'ai appris avec une profonde émotion le décès de Sa Majesté le roi Abdallah Ben Abdel Aziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. Je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, saluer la mémoire de ce grand homme d'État. J'exprime à la famille royale d'Arabie Saoudite ainsi qu'à tout le royaume nos sincères condoléances et la compassion de la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire perd un ami qui a contribué de façon importante au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays. La visite officielle que j'ai effectuée en décembre dernier au Royaume d'Arabie Saoudite est le témoignage des liens étroits que nous avons tissés au fil des années entre nos deux nations. Je me rendrai donc dès le lundi à Riyad pour présenter les condoléances de toute la nation ivoirienne au peuple frère d'Arabie Saoudite. Le président de la République, nous vous le disions, a eu plusieurs activités au Maroc. Il a rencontré la communauté ivoirienne. Il a dit lui-même à l'instant, le chef de l'État a invité les Ivoiriens résidant au Maroc à prendre une part active à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin, envoyé spécial de RTI 1 au Maroc. Au Maroc, dans le cadre d'une visite officielle, le président de la République, Alassane Ouattara, une fois de plus, n'a pas dérogé à la règle, celle de rencontrer les Ivoiriens vivant dans ce pays. Entre eux et le chef de l'État, la communion a été totale, avec en prime un défilé pour une représentation de la Côte d'Ivoire du nord au sud et de l'est à l'ouest, en passant par le centre.
L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc, souhaitant la bienvenue au président de la République Alassane Ouattara, s'est félicité des relations combien exemplaires entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Depuis notre prise de fonction dans ce pays, je puis affirmer sans ambages que nous avons bénéficié de toute la sollicitude que l'on peut attendre des hautes autorités d'un pays ami. Sollicitude à la mesure du respect et de la considération que vous, celle-ci, à notre pays et à son président. Ces autorités, avec à leur tête le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, adhèrent totalement, et nous avec elle, à votre vision de faire de l'axe Rabat-Yamoussoukro un modèle de coopération sud-sud. Les Ivoiriens du Maroc, heureux de cette rencontre avec le président de la République, ont saisi l'occasion pour évoquer toutefois quelques obstacles à leur épanouissement dans leur pays hôte. Nous, résidents au Maroc, voulons contribuer autant que faire se peut au renouveau de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais nous devons vous l'avouer, Monsieur le Président de la République, nos envies et nos espoirs, aussi forts soient-ils, sont confrontés à des difficultés. Nous voulons parler de la régularité de la bourse d'études et l'augmentation du quota des boursiers. La mise en place d'une mutuelle pour notre couverture santé, afin de pouvoir se soigner décemment pour être efficace dans l'accomplissement de nos tâches respectives. Heureux, le président Alassane Ouattara a indiqué l'être aussi avec cette rencontre. En bon père, il a rassuré les Ivoiriens du Maroc quant à la résolution des différents problèmes rencontrés, non sans leur donner des conseils pour un comportement digne. Je voudrais que chaque Ivoirien ici soit notre ambassadeur dans le royaume, par votre confiance. Vous savez, Sa Majesté et moi avons noué des relations très fortes d'amitié, de confiance. Je suis très attaché à cette relation exceptionnelle et qui est exemplaire et qui demande que chaque Ivoirien se conforme à cela. Et vous avez posé dans ce cadre des questions administratives et je suis sûr que tous les problèmes concernant les Ivoiriens seront réglés par Sa Majesté. Le président de la République a aussi promis qu'il ferait tout son possible pour permettre aux Ivoiriens du Maroc, comme ceux de toute la diaspora, de pouvoir bénéficier des prestations de la RTI à compter de cette année 2015. Avant de prendre congé de ses hôtes, le chef de l'État qui a reçu un présent d'eux leur a offert à son tour une enveloppe de 20 000 $. Lors de cette visite officielle au Maroc, un dîner a été offert au président de la République Alassane Ouattara par le roi du Maroc, Mohamed VI. Et nous allons retrouver notre envoyé spécial, Jérôme Kofi, à Bolin. L'honneur est grandissime pour le couple présidentiel ivoirien ainsi que toute la délégation qui l'accompagne, tant il est fait par le roi et son épouse. Vous avez compris, un dîner offert au président de la République Alassane Ouattara et à son épouse Dominique Ouattara par le couple royal marocain à la faveur de la visite officielle du président ivoirien au Royaume du Maroc. Donc un dîner royal avec les mets aussi succulents les uns que les autres, concocté pour accueillir dans le cadre enchanteur du palais royal du Maroc l'hôte de marque, à savoir le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, avec toute sa délégation. Une occasion donc pour les convives, avec en tête le chef de l'État, de découvrir le patrimoine culinaire du Royaume du Maroc. Pour ce qui est de l'ambiance au cours de ce dîner, c'est celle de deux familles ensemble au regard des liens séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Deux pays aujourd'hui dirigés respectivement par deux frères, l'un le président Alassane Ouattara, fils spirituel du président Félix Houphouët-Boigny, l'autre le roi Mohamed VI, fils du roi Hassan II. Comme on le voit, l'histoire a bien voulu qu'il en soit ainsi.
Nous allons changer de sujet en Suisse. Depuis mardi dernier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a pris part à une série de rencontres internationales dans le cadre du forum de Davos. Le chef du gouvernement ivoirien est rentré hier samedi. Léon Broukwami. 18h35, base aérienne de Port-Boué, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est accueilli à sa descente d'avion par des membres du gouvernement, conduit par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi. Le chef du gouvernement rentre de Suisse, où il a pris part à une série de rencontres de haut niveau dans le cadre du forum de Davos. Dans sa valise, que de bonnes nouvelles. Le problème de sécurité est un des points importants dans les panels qui ont eu lieu. Il y a aussi le dossier relatif aux problèmes agricoles et la sécurité alimentaire qui ont donc été évoqués, le problème d'énergie. D'ailleurs, M. Yum Kela, qui est le secrétaire général adjoint des Nations Unies, en charge du secteur de l'électricité, viendra très bientôt en Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent organiser un sommet. Il y a donc le dossier de l'Ebola qui a donc été évoqué aussi. Voilà, il y a donc des thèmes généraux qui font l'objet de discussions. Mais je crois que l'autre élément qui est important, je voulais souligner, c'est la rencontre bilatérale, notamment si nous concerne avec le secteur privé. Nous avons rencontré par exemple les gens de Microsoft, qui, vous savez, ont leur siège, disons qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ici, en Côte d'Ivoire. Les gens de General Electric, dans le domaine de l'électricité, qui sont donc ici aussi, et qui veulent tous développer leurs activités en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré le schisme nigérian Dangote, qui va faire un gros investissement ici. Disons que nous avons rencontré les entreprises indiennes, Indouja, qui veut fournir des bus pour les transports, qui veut intervenir aussi dans le domaine des engrais, etc. Donc vraiment, il y a de bonnes rencontres et de bonnes perspectives. Mission fructueuse donc pour la Côte d'Ivoire et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan de féliciter le président Alassane Ouattara, lui qui en a décidé. Deuxième grand titre de cette édition, la 62e journée mondiale de la lèpre. Elle est célébrée ce dimanche. Ici, en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a lieu à Azopé. Le thème choisi cette année est « Donnant pour vaincre la lèpre », occasion d'inviter tout le monde à s'engager dans cette bataille contre cette maladie. Voici le message du gouvernement avec Venance Maniamière. Chaque année, environ 250 000 personnes sont affectées par la lèpre dans le monde et les continents les plus touchés restent l'Afrique et l'Asie. La journée mondiale des lépreux décrétée par l'Organisation mondiale de la santé OMS marque la reconnaissance du combat contre la lèpre mené par Raoul Folero. En Côte d'Ivoire, c'est la ville d'Azopé qui va abriter la célébration officielle de cette journée qui a lieu tous les derniers dimanches du mois de janvier. Thème retenu pour cette célébration, « Donnons pour vaincre la lèpre ». À travers ce thème, nous voulons inviter chaque habitant de la Côte d'Ivoire à faire un geste citoyen pour renforcer la prévention et assurer un meilleur traitement du cas de la lèpre. En Côte d'Ivoire, 910 nouveaux cas ont été dépistés en 2014 et les zones les plus touchées restent les localités de Man, Jouangnien et Azopé. La lèpre est une maladie guérissable et un traitement précoce permet d'éviter les incapacités, selon le ministre Raymond Goudou Kofi. Que toute personne qui présente une tache claire et insensible sur la peau se rende immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Nos agents de santé sont là pour vous accueillir, vous recevoir et vous prendre en charge. Depuis 2001, la lèpre n'est plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Sur 10 000 personnes, moins d'une personne est malade de la lèpre. Ce bon résultat est le fruit des efforts consentis par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida à travers les acteurs de la lutte contre la lèpre. Tout à fait autre chose. Anne Désiré Oloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a convié les journalistes à un déjeuner de presse hier samedi. Elle a présenté à la presse nationale et internationale le bilan des activités de son ministère pour l'année 2014 et le plan d'action pour 2015. Regardez. L'année 2014 aura été marquée par des actions de solidarité, de promotion des droits de l'enfant et de l'autonomisation de la femme. Occasion pour le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Oloto, de faire le bilan. Aussi a-t-elle présenté son plan d'action pour l'année 2015 ce samedi 24 janvier à la Maison de la Presse au Plateau en présence des journalistes.
Une des priorités de ce plan d'action est le phénomène d'enlèvement d'enfants qui prend de l'ampleur. Une situation qui ne peut plus continuer, selon le ministre. Le parent doit être attentif à l'évolution de l'éducation de son enfant. Qui a dit que pour devenir riche, on égorge quelque chose? Mais lui-même, pourquoi il est dans la case? Vous allez le voir là. Elle a également invité journalistes, parents et forces de l'ordre à accompagner le gouvernement dans la lutte contre le phénomène. Je voudrais profiter de cette antenne pour lancer un appel encore une fois aux parents. Pour que les parents réorganisent la vigilance autour de l'enfant, de la maison à l'école et de l'école à la maison. Il faut faire en sorte également que les enfants ne rentrent pas seuls à la maison. Malheureusement, on constate encore ce phénomène-là. C'est ensemble qu'il faut, n'est-ce pas, relever ce défi-là. Au ministre de conclure en invitant les parents à s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants. Bilan des activités du ministère des Eaux et Forêts, il ressort que le secteur privé du bois a contribué à environ 4 milliards de francs CFA au produit intérieur brut et favorisé la création de 50 000 emplois directs. Toutefois, ce secteur reste confronté à de nombreuses difficultés. Léon Broukwame. Dans le secteur du bois, les difficultés sont légion et de plusieurs ordres. La première difficulté, c'est d'abord la raréfaction de la matière première. La Côte d'Ivoire manque de plus en plus de bois. Nous avons des difficultés d'ordre fiscal. La fiscalité est très forte. On assiste à une augmentation de la redevance des terrains industriels. On assiste aussi à une augmentation du droit unique de sortie. Et tous des facteurs qui pénalisent effectivement notre secteur. Malgré toutes ces difficultés, le secteur a contribué à hauteur de 3,9 milliards de francs CFA au produit intérieur brut PIB. Il a surtout favorisé la création de 50 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects en 2014. Pour entretenir la survie de ce secteur, le ministère des Eaux et Forêts organisera en mai prochain les États généraux de la forêt. Les États généraux sont nécessaires pour faire un diagnostic. Parce qu'on dit toujours la forêt disparaît, on a tel mot, on a tel problème, mais il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on a et qu'on trouve les solutions idoines. C'est pour ça que les États généraux sont importantes. Le comité scientifique que nous avons installé est au travail et très bientôt, je dis bien très bientôt, en mai, on aura la tenue de ces États généraux. En plus de ces États généraux, d'autres actions d'envergure sont prévues cette année 2015, entre autres le démarrage du projet de la muraille verte au nord du pays. Il est destiné à créer 10 000 hectares de forêt d'ici à 2017. S'ajoutent les créations de forêts-galeries pour la protection des cours d'eau, des zones de peuplement et de chasse pour faire face au braconnage. C'est devant les commissaires centraux et tout le personnel de la commission électorale indépendante que le président de l'institution, Youssouf Bakayoko, a dévoilé les défis qui attendent la CEI en 2015, année électorale, ici en Côte d'Ivoire. Ces défis sont la mise à jour du fichier, la cartographie électorale, l'adaptation du code électoral aux échéances présidentielles. Emmanuela Gabriel Zani. Des commissaires centraux à Youssouf Bakayoko lui-même, président de la CEI, Commission électorale indépendante, la certitude est que si l'année 2014 a été marquée par la réforme de la CEI, preuve de la normalité institutionnelle, 2015 est l'année des défis et non des moindres. Parmi les défis majeurs qui se dressent devant nous, il y a la mise à jour du fichier électoral. Cette activité débutera dès le premier trimestre de cette année. Il y a également le code électoral, principal outil de travail de notre institution. À cela, il faut ajouter le plus immédiat des défis attendus par tous, l'élection du président de la République. Mais avant cela, la cartographie électorale a besoin d'un bon toilettage, des tâches immenses qui nécessitent une grande solidarité et cohésion des membres de la CEI. Je suis persuadé que pour les mener à bien, l'avenir nous trouvera comme par le passé, unis et solidaires.
Cérémonie aux accents d'appel à l'engagement de tout le personnel, la commission électorale indépendante veut rompre avec le cycle des scrutins fâcheux de 2010. Dans quelques jours seulement, la commission installera ses démembrements locaux. La présidentielle, elle, est attendue dans le courant du mois d'octobre. Le président du Rassemblement pour la paix et le progrès RPP, Laurent Donafologo, s'est prononcé sur l'appel de Daoukro, un appel qu'il qualifie de miraculeux car il pourrait éviter à la Côte d'Ivoire d'autres crises. Ben Touré, Emmanuela Gabriel Zani. Certains l'ont qualifié d'historique, d'autres comme Laurent Donafologo jugent l'appel de Daoukro de miraculeux. Ce n'est pas de dire je veux ceci ou je veux ça. Je vous dis ce qui se passe. L'essentiel est que cette entente entre deux adversaires d'hier, entente qui surprend plus d'un, et à juste raison, permette à la Côte d'Ivoire d'avancer encore plus vite et plus solidement vers la prospérité et l'émergence. Pour le président fondateur du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage RPP, l'opposition doit être l'autre face de la médaille de la construction nationale et non une opposition qui fait l'apologie de la chaise vide. La ligne oppositionnelle à laquelle je vous appelle est difficile. Contrairement à ce que l'on peut penser, elle est plus difficile à mettre en œuvre. Il nous faut, pour le bien de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, nous efforcer de prendre ce chemin-là, certes malaisé, mais qui conduit au salut de notre nation. Le dégel des avoirs, notamment celui de son secrétaire général Ouattara Nyonzi, le retour des exilés ou encore la libération de certains prisonniers de la crise post-électorale, des actions saluées par le RPP. Des gestes de décrispation politique de ce genre, Laurent Donafologo en souhaite encore et encore, surtout en cette année électorale. Emmanuela Gabriel Zanilou. La jeunesse du mouvement des Forces d'avenir a été reçue par le conseiller technique du président de la République chargé de la jeunesse et des sports. Au menu de la rencontre, l'actualité sociopolitique et la question de l'emploi. À l'issue d'un conseil présidentiel sur la problématique de l'emploi jeune, le gouvernement a annoncé en début d'année la mise sur pied d'une structure. C'est bien ce sujet qui est au centre des échanges entre les leaders de la jeunesse du MFA, Mouvement des Forces d'Avenir et le conseiller technique du chef de l'État. Il s'agit de se mettre au même niveau d'information pour expliquer à la jeunesse ivoirienne les efforts du président Alassane Ouattara pour résoudre le problème de l'emploi jeune. L'emploi jeune est une question très fondamentale partout en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Nous espérons que le MFA, toutefois qu'il est sollicité, jouera sa part pour que vraiment ce projet, cette initiative de mise en place de ce conseil-là puisse bénéficier à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a annoncé des réformes. Le président des jeunes du MFA nous a fait part de la lecture de la jeunesse du MFA sur le processus en cours. Je note avec satisfaction que la jeunesse du MFA soutient les actions du chef de l'État. Nous allons transmettre l'ensemble des propositions qui ont été faites par la jeunesse du MFA au secrétaire général de la présidence. Le conseiller technique du président de la République exhorte également les jeunes à plus de persévérance et les invite aux assises de la jeunesse. Ce rendez-vous prévu pour se tenir du 23 au 28 mars prochain. Sport Cannes 2015, troisième et dernière journée de la poule. À ce soir, nous aurons Congo, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Gabon. Hier, nous vous le disions dans nos titres, les éléphants de Côte d'Ivoire et les aigles du Mali se sont neutralisés un but partout au Dalégbé. Avec 65% de possession de balles en faveur des Ivoiriens au cours de la première période contre 35 pour le Mali, la Côte d'Ivoire n'a pas trouvé le chemin des filets. Ce sont les aigles du Mali qui trouvent rapidement les buts sur leur première occasion du match à la 7e minute. En seconde période, les Ivoiriens dominent encore le match et poussent jusqu'à la 86e minute quand le trio Cheikh Tioté, Serge Aurier et Max Gradel offrent le but de l'égalisation à la Côte d'Ivoire. Peut-être Les éléphants décrochent un nul 1-1 très important.
Le Mali et la Côte d'Ivoire joueront leur qualification lors de la 3e journée, le 28 janvier prochain pour le compte du groupe D. Et dans la même poule, les Camerounais et les Guinéens se sont également neutralisés, un but partout, et nous allons rester avec Oda Legbe. Tout est à refaire pour les Lions indomptables qui se croyaient à l'abri quand à la 13e minute, Mukonjo ouvre le score sur un corner direct. Tire au premier poteau, l'ouverture du score. La joie sera de courte durée. Ibrahima Traoré égalise juste avant la pause à la 42e. Le Sili part alors tranquille à la pause. Le Cameroun regrettera très amèrement les occasions ratées qui auraient creusé l'écart aux 10e, 34e, 64e et 90e minutes. Après ce 1-1 face à la Guinée, le Cameroun ira chercher son billet pour les quarts de finale au cours d'un match à sensation contre la Côte d'Ivoire. La Guinée, quant à elle, sera opposée au Mali. Les 4 équipes sont à égalité avec 2 points après 2 journées. Merci en tout cas d'être fidèle. Le magazine de ce dimanche 25 janvier a pour thème un programme national d'amorçage de tissus et de PME dynamiques dans les 31 régions et les 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire. Notre invité, Jérémy Yves Yakayoro, conseiller spécial du directeur général de l'Institut ivoirien de l'entreprise, Elieu. Monsieur Yakayoro, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage d'Astou Touré et de Vénance Emmanuel sur l'INIE, l'Institut ivoirien de l'entreprise, qui a mis en place une stratégie qui consiste à créer 5 réseaux de petites et moyennes entreprises dans chacune des 31 régions et des 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire. Regardez. L'émergence de la Côte d'Ivoire ne peut se faire sans les PME, levier de croissance créatrice de richesses et d'emplois. C'est une vision que partage l'INIE, l'Institut ivoirien de l'entreprise. En partenariat avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire RDCI, l'INIE décide de la mise sur pied d'un projet. Il consiste à créer 5 réseaux de PME dans chacune des 31 régions et dans les 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire. Avec un coût global de 22 milliards de francs CFA, ce projet va contribuer à lutter contre le chômage et la pauvreté avec la création de 6 000 emplois directs. Il s'agit notamment d'une PME de production de tomates en culture hors sol, de production intensive de tilapia et d'une unité agro-industrielle de fabrication intensive de concentré de tomates. Dans cette nouvelle stratégie de l'INIE, ces PME constitueront des sites pilotes appelés à être dupliqués comme des modèles en cas de succès. En se fondant sur des expériences réussies, l'INIE entend rompre avec les habitudes du passé pour s'engager dans cette nouvelle dynamique créatrice d'entreprises viables et durables. Monsieur Yakayoro, pourquoi ce programme? Merci, Monsieur Alvorassa. Je voudrais d'abord commencer par présenter un tout petit peu l'INIE que vous avez si bien présenté déjà, qui est l'Institut ivoirien de l'entreprise. Juste dire que l'INIE est une société qui est sous la tutelle donc, du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Alors pourquoi ce programme? L'INIE a une mission en Côte d'Ivoire. La mission, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat. Et si nous considérons les petites et moyennes entreprises comme étant des enfants, nous dirons que la mission de l'INIE est une mission de pédiatrie pour encadrer donc les PME existantes et une mission également de maternité pour faire naître des PME viables. Et notre créneau dans ce second volet, notre credo, c'est de transformer donc toute problématique de développement en opportunité de business. Qu'est-ce à dire? Prenons simplement l'exemple de la tomate que vous avez si bien montré tout à l'heure. La tomate en saison de production, elle est autour de 500 francs le kilo. Mais quand on arrive en compte saison, la tomate passe à 1000 francs, voire 1500 francs le kilo. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter donc ce problème de la cherté de la vie? Ce qu'il faut, c'est de mettre en place des PME qui soient capables de produire continuellement cette tomate-là. Cela permettrait d'un côté de réduire le problème de la cherté de la vie
et de l'autre côté, de régler le problème de l'emploi, parce que pour faire cette production-là, il faudrait bien employer des jeunes qui vont travailler dans ces unités de tomates. Et c'est ce qui a motivé donc ce programme d'amorçage que vous venez de présenter. Vous avez juste cité 3 unités, donc la production de la tomate en hors-sol, la pisciculture du tilapia et la transformation industrielle de la tomate. Mais il y a également la transformation de l'anacarde et il y a enfin une PME de santé qui est un laboratoire d'analyse médicale pour éviter à nos parents d'être obligés à chaque fois de venir à Abidjan pour des analyses qui leur reviennent très chères. Très bien, M. Yakayiro. Tout à l'heure, non seulement dans notre thème qui emmène cet entretien, également dans le reportage d'Astou Touré et Mananyami, il a été question de PME dynamiques. C'est quoi les PME dynamiques? Des PME dynamiques simplement parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez avec les banquiers, ils vous sortent les statistiques. Plus de 60% des PME, comme on le dit, meurent avant l'âge de 3 ans. Et quand on parle de PME dynamiques, ce sont des PME qui pourront donc avoir une croissance. Déjà, les secteurs que nous avons choisis, ce sont des secteurs qui ont un fort taux de profit et un fort également taux de croissance. Donc, ce sont des PME qui auront une croissance au-delà des 5 ans, des 10 ans. C'est pour cela que nous parlons de PME dynamique. PME dynamique, tout à fait. Alors, comment faire en sorte, là il s'agit de 31 régions et des 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire, je veux dire Yamoussoukro et Abidjan, comment faire en sorte pour créer ces PME dynamiques dans les 31 régions et dans les 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire? Il faut dire que déjà, comme vous l'avez si bien souligné, nous avons un partenariat avec l'ARDCI, qui est l'Assemblée des régions, et nous ne sommes pas seuls dans ce projet. L'INUE donc s'est fait accompagner par des structures spécialisées à chaque niveau. Au niveau du financement, nous avons BNI Gestion qui structure le financement. Après que nous ayons rencontré l'association des banquiers de Côte d'Ivoire à la Banque mondiale, donc c'est BNI Gestion qui va structurer le financement et qui est en train de le faire déjà. Nous avons également des spécialistes qui vont nous accompagner dans l'encadrement de ces PME-là, de telle sorte que le système et le procédé nous permettra de rembourser tous les financements qui sont faits jusqu'au dernier centime. Alors, on parle de 31 régions et de 2 districts, j'insiste. Est-ce que ce programme n'est pas trop vaste? Dire que ce programme est trop vaste serait limiter la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a déjà un échantillon? Est-ce que vous avez déjà entamé ce projet? Vous avez déjà un échantillon, je veux dire, un projet pilote déjà? Déjà, ce que je peux vous dire en ce qui concerne l'ambition, il faut déjà préciser que le président de la République veut construire une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Et au niveau du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, il y a eu une analyse faite à travers la stratégie Phoenix pour chiffrer cette ambition-là. Il est question pour la Côte d'Ivoire de passer de 60 000 PME actuellement à 120 000 PME à l'horizon 2020. Cela demande de mettre en moyenne 10 000 PME par an en place pour atteindre cet objectif-là. Comment créer ces PME? S'il vous plaît. Allez-y. Et donc cela demande de mettre en moyenne 10 000 PME en place pour atteindre cet objectif-là. Et aujourd'hui, quand nous parlons de 10 PME par région, comme les régions le souhaitent, il s'agit de mettre en place seulement 330 PME, ce qui représente environ 3,3% de cet objectif annuel. Donc on ne peut pas prétendre que le projet est particulièrement ambitieux. Ce n'est que l'amorçage. Comme nous le précisons, c'est le programme d'amorçage rien que pour démarrer. Et croyez-moi, les différents présidents des conseils régionaux que nous avons rencontrés, ce sont des gens qui sont mordus du développement, qui sont conscients donc de la tâche. Ils ont pour la plupart occupé de hautes fonctions de responsabilité dans notre pays et c'est ensemble que nous le faisons. Nous allons appeler des spécialistes en matière d'encadrement pour y parvenir. Et comme vous le demandiez tout à l'heure, est-ce que nous avons déjà des PME pilotes qui sont en place? En ce qui concerne la pisciculture et la production de la tomate en hors-sol, nous avons le site de Bonois sur lequel nous avons déjà ce que nous appelons nos sites expérimentaux, qui sont des sites pilotes, qui montrent très bien que des Ivoiriens peuvent produire et travailler dans ces PME-là avec succès. Très bien. Félicitations déjà pour ce que vous êtes en train de faire. D'où proviennent vos moyens? Vous avez parlé d'institutions financières qui vont vous soutenir. Au-delà de ces institutions, vous, au niveau de l'INUE, est-ce que vous avez les moyens? Il faut comprendre que l'INUE ne fait que mettre en place le cadre opérationnel.
Lorsque ce programme a été conçu, les premiers partenaires que nous avons rencontrés, ce sont les banquiers. Et en matière de finances, ils nous ont simplement demandé de mettre en place un fonds de garantie pour qu'ils puissent nous accompagner, ces banquiers. Et donc, il y a 6 banques aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont disposées à nous accompagner pour ce fonds de garantie. Donc, après la rencontre avec les banquiers, nous avons rencontré la RDCI et avec le président Aoussou Jano, le premier ministre Aoussou Jano lui-même en tête, qui sont donc d'accord, ces présidents-là, pour apporter 10% du financement dans le fonds de garantie. Et lorsque nous devions faire le lancement de ce programme à la Caisse de stabilisation, le président Aoussou Jano lui-même nous a accompagnés à la Caisse de stabilisation. Nous avons eu à faire la présentation de tout le programme et il est venu réaffirmer et confirmer son attachement à ce projet en confirmant devant la population ivoirienne les 10% donc, que la RDCI et les différents présidents de conseils de région apportent donc, au fonds de garantie. À la suite de sa présentation, le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, qui était le parrain de la cérémonie, a pris la parole et lui également a manifesté l'engagement de l'État à nos côtés dans ce projet à hauteur de 20% du fonds de garantie. Et croyez-moi, avec ces 30% du fonds de garantie, lever les fonds complémentaires pour mener ce projet, ce n'est pas une difficulté, ni pour NILIE, ni pour BNI Gestion. C'est vraiment une question qui est réglée. Et là, au niveau de la Côte d'Ivoire en interne, nous avons 6 banques. Là, je viens de rentrer de mission. Et je peux vous assurer qu'à l'international, il y a suffisamment de partenaires qui sont prêts à nous apporter les fonds complémentaires une fois que ce fonds de garantie est mis en place. Alors, très bien, nous allons revenir au niveau des conseils régionaux qui veulent bien vous soutenir. Est-ce que ces conseils régionaux ont déjà donné leur contribution? Ce que je pourrais déjà vous dire, nous soutenir, les conseils régionaux l'ont déjà manifesté lors de la tournée de sensibilisation qui a été faite à l'intérieur du pays, dans chacune des régions. Les présidents de conseils et leurs bureaux se sont particulièrement mobilisés. Ils ont mis en place toute la logistique nécessaire pour que cette campagne de sensibilisation soit menée à bien. C'est d'ailleurs l'occasion de les remercier pour toute cette diligence dont ils ont fait preuve au cours de ces campagnes de sensibilisation. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont des personnalités qui ont un sens de la responsabilité très élevé. Ce ne sont pas des engagements qu'ils prennent à la légère. D'ailleurs, si vous voyez bien la RDCI se considère comme étant une plateforme pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce sont des engagements qu'ils vont honorer. Il y a déjà une dizaine de conseils régionaux qui ont souscrit donc, au fonds de garantie que nous avons, une dizaine sur 33. Sur 31, non, 33 plus les districts, je veux dire. Ça fait 30. Voilà, donc nous sommes à 33. Donc on a une dizaine qui a déjà souscrit. Nous prévoyons donc la mobilisation des fonds jusqu'à fin avril. Si déjà au premier mois, nous en avons une dizaine, croyez-moi, d'ici fin avril, toute la mobilisation nécessaire sera acquise. Donc il nous reste environ 33 conseils régionaux. Alors vous avez parlé du président, le premier ministre Aoussou Jano, et son conseil régional a déjà souscrit. Absolument, absolument. Il a donné l'exemple. D'ailleurs, quand on était dans sa région, il s'est lui-même déplacé pour venir nous soutenir lors de la sensibilisation qui s'est effectuée là. Alors, très bien, merci. Alors, ils vont vous apporter ce financement. Est-ce que vous, au niveau de l'INUE, vous avez le personnel qu'il faut pour installer ces jeunes et puis suivre leurs projets? Ici, quand on parle de suivre les projets, il faut comprendre que c'est toute une structure qui est mise en place. Et il y a des spécialistes qui vont nous accompagner. Comme je vous le disais tantôt, le plus grand enjeu de ces projets, c'est que non seulement les PME puissent être viables, mais que les remboursements soient faits jusqu'au dernier centime. Si aujourd'hui nous avons des partenaires comme les banques qui viennent avec nous, comme la BRVM qui est prête à prendre le relais pour ces différentes PME, c'est bien parce qu'il y a un processus de suivi qui a été mis en place de telle sorte qu'il y a une confiance, ces institutions sont à l'aise pour venir avec nous dans ce projet. Nous n'allons pas citer toutes les banques, il y a et la formation des porteurs de projets. Est-ce que les projets peuvent être portés par des individus ou des groupes d'individus, des associations? Déjà, il faut noter
que l'inscription des promoteurs, ce sont des inscriptions qui se fait individuellement. Ce n'est pas par groupe. Ce n'est pas une coopérative qui vient s'inscrire. Ce sont des individus qui viennent s'inscrire. Et ce que nous attendons de ces individus-là, ce n'est pas de l'argent. Ils s'inscrivent gratuitement. Ce que nous attendons d'eux, ce que nous voulons déceler dans ces inscriptions, ce sont des personnes qui ont des valeurs managériales. Et ces valeurs-là seront complétées par une formation en business école. Donc, pour ceux qui veulent produire la tomate, ils seront sur une exploitation de tomates pour apprendre et donc à sortir les états financiers qui leur permettent de rembourser le prêt dont ils auront bénéficié. Très rapidement, M. Yakayoro, oui. Les populations sont sensibilisées avec les conseils régionaux. Alors, il démarre quand? Très rapidement, il démarre quand? Le projet est prévu pour démarrer en juillet 2015. Juillet 2015. Oui, en juillet 2015. Rassurer cette jeunesse ivoirienne. Déjà, avant de rassurer la jeunesse ivoirienne, permettez-moi au nom du directeur général de l'INE de remercier nos différents partenaires, particulièrement le ministre Bion pour son soutien continu, le Premier ministre Aoussou Jano qui croit en ce projet et pour son engagement sans faille à nos côtés, le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly pour sa sollicitude permanente. Et maintenant, les jeunes, ce que je pourrais leur dire, c'est que le projet que nous présentons n'est pas un projet qui se fait entre deux personnes, c'est un projet de dimension nationale. C'est un projet qui prévoit 5 000 emplois dans sa première phase et 50 000 emplois dans sa deuxième phase. Donc c'est un projet où il y a de la place pour eux, qui n'hésitent pas à s'inscrire. Je ne saurais terminer sans une mention spéciale au président de la République qui nous emmène, donc qui œuvre pour que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. Merci, monsieur Jérémy Yves Yakayoro pour cet entretien. C'est la fin de ce magazine de ce dimanche. C'est également la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI.